Bonjour, je suis Carolina Baeza Velasco, je suis psychologue, je fais aussi de la recherche, je travaille à l'Université de Paris en France. En premier lieu, j'aimerais remercier les organisateurs pour m'avoir invité à cette conférence et de saluer dans ces moments d'incertitude de toutes les personnes qui prennent part à cet événement partout dans le monde. Dans ma présentation, je vais vous parler d'autisme, d'hypermobilité, du syndrome d'Ehlers dans l'os. Dans la première partie, je vais essayer de résumer ce que nous trouvons dans la littérature sur ce sujet. Et en deuxième lieu, je parlerai de certains points qui présentent un intérêt clinique. Les troubles du spectre autiste font référence à un groupe de pathologies neurodéveloppementales caractérisées par des difficultés pour communiquer et interagir avec d'autres personnes et des intérêts restreints, des comportements répétés. Ce spectre inclut des manifestations cliniques où les distinctions sont réalisées en fonction des degrés de gravité. La présentation étiologique et clinique sont hétérogènes et les symptômes apparaissent en général à l'âge de 2 ou 3 ans en affectant la capacité de la personne à avoir un bon rendement à l'école, au travail ou dans d'autres domaines dans la vie. J'ai travaillé pendant quelques années dans un service d'autisme dans le sud de la France. À ce moment-là, j'étais assez bien familiarisé avec les troubles du spectre de l'hypermobilité, étant donné que c'était le sujet de ma thèse doctorale. En travaillant avec des enfants souffrant d'autisme, nous avons souvent noté dans nos évaluations de routine une flexibilité marquante, notamment dans les mouvements des mains, tels que nous voyons dans ces images, quelqu'un qui pourrait nous suggérer un trouble de l'hypermobilité. Des fois, nous pouvons reconnaître l'hypermobilité grâce à des maniérismes moteurs qui sont fréquents chez ces patients. Ces observations ont motivé une réévaluation de la littérature pour voir si ces caractéristiques somatiques et leurs problèmes associés étaient surreprésentés chez les personnes souffrant du trouble du spectre autiste ou si c'était moi qui voyais de l'hypermobilité partout. La littérature qui lie l'autisme et les troubles de l'hypermobilité est très rare. Il y a quelques rapports qui ont été publiés. Les docteurs Faylo et Tenchet étaient les premiers dans les années 80 à parler d'un rapport du cas d'un adolescent qui avait un type classique de SED ainsi que des symptômes du spectre de l'autisme. Dans les années 90, Tantan a publié 3 cas également de filles et garçons diagnostiqués du syndrome d'Asperger avec des problèmes d'hypermobilité concomitants et un manque de coordination musculaire. Ceci faisait penser à des problèmes du tissu conjonctif. Par rapport aux études systématiques, il y en a très peu qui ont été publiées. L'étude de Shetrat Klein et Hall ont confirmé ces observations cliniques. Puis, ici, des chercheurs ont comparé la mobilité articulaire entre enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme et enfants avec un développement typique. Ils ont vu qu'il y avait chez les enfants autistes une plus grande mobilité articulaire dans les mains, les poignets, le coude, les chevilles, et aussi des anomalies dans la démarche. Une étude plus récente en étude avec une grande cohorte de personnes qui ont le SED ou des syndromes de l'hypermodalité, ils ont observé que les troubles du spectre autiste étaient surreprésentés chez les personnes qui ont le SED. 2,9% des patients de SED présentaient des symptômes autistes par rapport à 0,4% dans le groupe de contrôle. Il y a actuellement peu de données disponibles pour décrire cette relation entre l'autisme et l'hypermobilité. Il y a plus de questions que de réponses. Mais pourtant, la littérature, les articles publiés, qui sont limités, mais de plus en plus, nous disent qu'il pourrait y avoir un effet entre les deux, une raison de ce lien. Quel est le lien entre ces deux éléments? Eh bien, il faut établir les liens entre les deux. Pour l'instant, ce n'est pas bien compris. Il y a des hypothèses qui peuvent être mises en avant. En premier lieu, malgré la variabilité clinique des cas, il a été
observé des coïncidences d'autisme et de troubles de l'hypermobilité, mais ceci n'exclut pas un milieu génétique commun. Les explications de Thornton et al. Proposent qu'un trouble du tissu conjonctif pourrait déboucher sur des anomalies du système nerveux central. En 2012, Eccles a communiqué des différences cérébrales structurelles entre les personnes avec une hypermobilité articulaire et celles qui n'en ont pas, dans des zones du cerveau qui traitent les émotions et qui s'occupent de la gestion des douleurs. Il y a aussi l'hétérotopie cérébrale qui nous parle de malformations cérébrales qui déboucheraient de déficits dans la migration neuronale. Les hétérotopies cérébrales ont été décrites dans l'autisme et dans le SED, ce qui nous fournit d'autres indices pour comprendre le chevauchement existant entre les deux pathologies. De plus, les dysfonctionnements du système immunologique et le manque de régulation endocrine ont aussi été décrits dans l'autisme et le syndrome d'Ehlers-Danlos. Le travail réalisé par Emily Casanova et les collègues de l'Université de Californie du Sud nous fournissent des données intéressantes à ce sujet. Une autre hypothèse, c'est un lien indirect qui nous dirait qu'un trouble du tissu conjonctif pourrait modifier le développement moteur et la proprioception en empêchant une acquisition optimale de capacités de communication non verbale. Disons que ces idées sont assumées. En plus d'autres troubles développementaux dans cette liste, nous voyons des caractéristiques fréquentes dans les troubles de l'hypermobilité, notamment dans le SED hypermobile. Nous parlons aussi d'hypermobilité, dysautonomie, douleur, des manques de proprioception. Ces aspects peuvent avoir des conséquences en termes de problèmes moteurs et cognitifs, ainsi que des comportements problématiques en réponse à la douleur ou à la proprioception. Ceci peut nous amener à des éléments atypiques du développement, comme des traits autistiques. Ainsi, l'hypermobilité articulaire pourrait affecter la plasticité cérébrale pendant le développement en raison des conséquences qui changent, qui modifient le tonus musculaire, la posture et les mouvements. Bien sûr, il faudrait confirmer ces hypothèses avec d'autres études. Comme nous le savons, il y a un manque de conscience dans la communauté médicale concernant les présentations cliniques du syndrome d'Ehlers-Danlos et les comorbidités. L'autisme et le syndrome d'Ehlers-Danlos sont perçus comme différents domaines médicaux, comme la psychiatrie dans le cas de l'autisme et les disciplines musculosquelettiques et la génétique dans le cas des troubles de l'hypermobilité. Il y a peu donc de liens établis dans un environnement clinique et c'est sûr qu'une plus grande prise de conscience sur cette connexion pourrait avoir des bénéfices cliniques. Il est bon de commencer en pensant que les troubles du spectre de l'autisme et le SED partagent différentes caractéristiques. Les deux groupes de pathologies sont hétérogènes d'un point de vue étiologique avec une forte composante génétique. Malgré ceci, il n'y a pas bien sûr de test biologique confirmatoire, donc le diagnostic reste clinique. L'hétérogénéité clinique veut dire qu'il y a différentes présentations possibles. Donc, les signes et les symptômes cliniques peuvent varier d'une manière considérable entre les patients. Une autre similarité, c'est que dans les deux pathologies, les symptômes surgissent pendant l'enfance. L'aspect chronique est également un aspect commun, tout comme le potentiel de déficience que peuvent comporter ces pathologies. À cet égard, la variabilité est importante. Il y a des personnes qui maintiennent un fort niveau d'autonomie alors que d'autres personnes sont beaucoup plus dépendantes. En outre, dans les deux pathologies, la comorbidité est la règle plus que l'exception et différentes caractéristiques phénotypiques sont partagées. Les similarités dans la présentation clinique du SED
et des TSA, des troubles du spectre de l'autisme, devraient être pris en compte, bien sûr, pour un diagnostic plus précis. Sinon, chaque professionnel ne tiendra en compte que leur propre discipline, sans intégration avec les autres, et donc ceci aura des conséquences négatives pour les patients. Bien sûr, dans les deux pathologies, il est fréquent de voir les problèmes que vous voyez ici, l'hypermobilité, le retard moteur, des déficiences motrices, un retrait social, des sensibilités sensorielles inhabituelles, des problèmes de sommeil, de déglutition. J'aimerais d'ailleurs illustrer ces similarités avec un cas spécifique. Tim est un enfant de 12 ans qui est dérivé vers le département de médecine de réhabilitation en raison de problèmes moteurs. Les difficultés motrices qui ont commencé dans sa tendre enfance incluaient le fait de marcher sur la pointe des pieds, un manque de stabilité, un manque de contrôle et de régulation du tonus, des difficultés pour assembler des objets, de certaines maladresses, et il tombait également souvent. Donc c'est là qu'il y a des problèmes dans l'histoire médicale. On n'arrivait pas, enfin dans son histoire médicale, on voyait qu'il n'arrivait pas à répondre lorsqu'on l'appelait par son nom, il évitait le contact visuel. Aussi, il se lavait fréquemment les mains, il mâchait ses vêtements, il y avait un certain retrait social. Tim présentait une certaine hypersensibilité et beaucoup d'anxiété lorsqu'il y avait des blessures légères. Il avait des difficultés d'apprentissage, spécialement pour écrire à la main, il y avait des problèmes d'attention, aussi pour faire travailler sa mémoire. Son fonctionnement intellectuel entre dans la normale. Euh, Après différents tests reçus, donc de type neurologique, psychiatrique, psychologique, des évaluations psychomotrices, ont débouché sur ce qu'on appelle un trouble envahissant du développement non spécifié. C'était un diagnostic qui, à cette époque, ne pouvait pas être inclus, qui était pardon, inclus dans les troubles du spectre de l'autisme, mais qui ne remplissait pas vraiment les critères pour une pathologie concrète des TSA. C'était donc une forme légère d'autisme. Il y a aussi des problèmes ici que nous voyons en couleur pour les parents d'enfants qui ont un SAID hypermobile. Donc on voit ici les symptômes habituels. Nous avons vu aussi qu'il pouvait y avoir un score de Bayton élevé d'hypermobilité, des entorses fréquentes, des blocages, une peau fine, des cicatrices anomales, des contusions, des symptômes de la dysautonomie, par exemple une transpiration excessive, une mauvaise thermorégulation, des épisodes de fièvre non expliqués, une sécheresse des yeux, de la bouche, des étourdissements et d'autres caractéristiques que vous voyez dans cette liste. En ayant écarté d'autres possibilités génétiques, après ces tests dans le service de réhabilitation, un diagnostic de syndrome d'erreur dans l'os avait été retenu par rapport aux anciens critères. L'influence d'une capacité motrice et sensorielle sur le comportement est indéniable. À cet égard, les caractéristiques d'un SAID hypermobile, comme les difficultés motrices, une fragilité des tissus, une hypersensibilité sensorielle, le dysfonctionnement autonomique et les conséquences des difficultés proprioceptives peuvent avoir un impact sur le comportement d'une manière dite autistique. Alors, probablement, et d'une manière spéculative, il est possible que certaines caractéristiques que nous voyons souvent dans des formes légères d'autisme pourraient être expliquées par des troubles héréditaires du tissu conjonctif tels que le SAID hypermobile. Il n'est pas rare d'entendre des patients dire qu'ils évitent les environnements où il y a beaucoup de bruit, qu'ils évitent le contact physique. On parle aussi d'isolement fréquent. Ils se sentent différents et mal compris. En plus, il y a une certaine maladresse, une lenteur qui crée un rejet de la part des autres, spécialement à l'école. Beaucoup de patients de SAID disent que les autres percevaient un certain degré d'autisme lorsqu'ils étaient plus jeunes. Ceci illustre le besoin de former les professionnels de la santé aux présentations cliniques du SAID pour améliorer la précision diagnostique
et les dérivations précoces vers les spécialistes. Un autre point d'intérêt clinique que je voudrais mettre en avant, cette fois-ci par rapport à l'autisme sévère, c'est que la présence de l'hypermobilité chez ces patients ne devrait pas être prise à la légère, car ça peut être une piste pour identifier des douleurs chroniques. Ceci est notamment pertinent étant donné que les douleurs chez les personnes des troubles du spectre de l'autisme sont souvent écartées, car c'est vrai que ces personnes ont des problèmes à communiquer leurs douleurs. Des études montrent que des enfants avec de l'autisme réagissent avec des blessures qui s'auto-infligent lorsqu'ils ont une expérience douloureuse. Ici, dans cette diapo, nous voyons le cas d'un adolescent atteint d'autisme sévère qui est suivi par une unité neurocomportementale d'un hôpital de Paris. Nicolas a une discapacité intellectuelle, il n'a pas de langage fonctionnel, il a des comportements aberrants, il s'auto-inflige des blessures, c'est quelque chose qu'on a vu, et l'équipe pense qu'il pourrait s'agir de réaction à la douleur. Après des explorations, Nicolas a été diagnostiqué de DES. Il a une hypermobilité spectaculaire, des entorses fréquentes et d'autres symptômes. Les médecins ont recommandé des vêtements de compression car une étude française avait à un moment donné montré un effet positif du contrôle postural sur les patients de SED. Les résultats sur Nicolas étaient positifs étant donné que la fréquence de ces comportements agressifs auto-infligés diminuait. Il semblerait que les vêtements de compression, en raison de leur effet mécanique, pouvaient améliorer la tenue articulaire et améliorer la pression sur le tissu conjonctif subcutané dans un intervalle normal. Ainsi, ces vêtements avaient un effet aussi somatosensoriel sur le cerveau. Pour continuer à explorer l'utilité des vêtements de compression comme traitement coadjuvant dans les enfants qui souffrent d'autisme, une autre équipe a réalisé une étude chez 14 jeunes patients avec des formes sévères d'autisme. La moitié avait également une hypermobilité généralisée. Les patients ont ainsi porté des vêtements de compression pendant moins 1 heure par jour pendant 6 semaines. Les participants étaient évalués au départ, après 2 semaines, et après 6 semaines pour voir certains comportements, l'altération sensorielle, leur posture, leur performance motrice. Et nous avons vu des résultats qui étaient prometteurs. Il y avait une réduction des comportements aberrants à 2 semaines, qui persistait 6 semaines, aux 6 semaines également. Et ce qui est important, c'est que les vêtements de compression étaient bien tolérés. Il y avait une amélioration dans la performance motrice. Nous ne savons pas si les vêtements de compression modulent les douleurs latentes en donnant simplement une sensation de détente ou de confort, ou s'ils facilitent l'intégration sensorielle. Dans tous les cas, des recherches avec une conception plus adaptée devraient être réalisées pour explorer ces stratégies de gestion de la douleur pour ce sous-groupe de patients. Il n'y en a pas encore assez. Afin de conclure, j'aimerais mettre en avant 3 idées basiques. En premier lieu, nous devons travailler pour améliorer la sensibilisation parmi le personnel soignant pour qu'ils sachent davantage sur la présentation clinique de ces 2 pathologies et qu'ils comprennent les associations. En deuxième lieu, l'hypermobilité pourrait nous alerter de possibles douleurs dans des personnes qui n'arrivent pas bien à s'exprimer, des personnes qui souffrent d'autisme sévère par exemple. Et finalement, plus d'études et de recherches sont nécessaires pour confirmer l'association entre l'hypermobilité et l'autisme, élucider son étiologie et identifier les meilleurs traitements pour les patients qui présentent les 2 pathologies. Merci beaucoup pour votre attention.